Et salut à toi chef d'entreprise, c'est David pour le blog Mon Business à 200%, le blog qui t'aide à créer ta stratégie d'entreprise et la stratégie web marketing qui va bien avec. Justement, toi chef d'entreprise, soit tu as déjà ton entreprise ou au contraire tu cherches à en créer une, peut-être même que tu crées une start-up et tu te demandes finalement comment créer ton produit, comment tester ton marché, comment savoir si ton client il est à tel endroit ou il vit plutôt dans telle ville, peut-être que même tu t'adresses à un marché international. Et justement, aujourd'hui j'ai un invité qui s'appelle Stéphane Michel, et qui a créé une start-up. Salut Stéphane. Bonjour David. Alors justement, toi tu es encore au niveau de ta start-up dans la phase de création. Bon, elle existe déjà, tu as déjà quelques clients, tu as déjà eu l'occasion de tester ton marché. Est-ce que tu peux nous présenter justement l'objectif de ta start-up ? Alors l'objectif de ma startup, donc Yes We Job, c'est à 2 ans d'avoir un réel cabinet de recrutement avec une équipe de consultants qui sera capable de répondre à une problématique qu'on a identifiée, à savoir le recrutement de Français à l'international, notamment les postes hors Europe. Donc à 2 ans, l'objectif c'est d'avoir un chiffre d'affaires d'environ 200 000 €, d'avoir une équipe de consultants de 5 à 10 personnes et de pouvoir répondre à ces problématiques auprès des entreprises de grande taille, les grands groupes et les entreprises de taille intermédiaire, et aussi les entreprises étrangères qui recrutent des Français pour leur permettre, pour aller dans le concret, de gagner du temps, d'optimiser leurs coûts et de pérenniser leur développement à l'international. Ok, donc clairement tu te positionnes au cabinet de recrutement à l'international. D'où te vient cette idée au départ ? Alors cette idée me vient de mon vécu. J'ai vécu en Inde 3 ans où j'ai travaillé pour un groupe d'audiovisuel français basé à New Delhi en Inde, et j'ai constaté sur place la difficulté des entreprises françaises notamment et étrangères à recruter des profils à la fois compétents, formés, mais aussi capables de s'adapter à un nouveau mode de vie, à un nouvel environnement, à une nouvelle culture, des nouveaux interlocuteurs. Et donc je vais plus m'axer sur une sélection des candidats assez classique RH avec une interface compétences-formation et expérience, mais aussi sur l'interface personnalité savoir-être. Okay. Savoir-être, c'est le maître mot de notre sélection de candidats. Ton cabinet est essentiellement focalisé sur l'Asie ? Alors dans un premier temps sur l'Asie, puisque c'est un continent que je connais très bien, notamment l'Inde et les pays limitrophes. Et ensuite ce sera l'Afrique et l'Amérique du Sud. Okay. Pourquoi ? Parce que c'est des continents que l'on estime culturellement éloignés ou différents de l'Occident et de l'Europe notamment. Okay. Si je résume, tu cibles des personnes qui veulent travailler en tant que salariés, qui sont en France aujourd'hui, qui ont un projet d'expatriation, qui veulent pourquoi pas travailler à l'étranger. Et les compagnies par contre qui recrutent, c'est forcément des compagnies françaises qui sont à l'étranger, ou c'est peut-être aussi des compagnies locales qui souhaitent intégrer des compétences françaises ? Alors les deux, ça peut être des entreprises françaises donc présentes à l'étranger via des filiales, des partenaires ou autres, et ça peut être des entreprises qui cherchent les compétences françaises. Après il faudra voir comment ça se concrétise exactement, mais le but c'est de répondre à l'interface compétences et avec un complément adaptabilité à un nouveau pays, à une nouvelle façon de fonctionner, tout simplement. Par exemple, moi aussi, effectivement, si tu me suis, toi, chef d'entreprise, tu as vu également que je vis 3/4 de l'année en Inde. Donc d'ailleurs, c'est aussi un des points qui m'a intéressé pour faire cette interview. L'Inde, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, c'est un gros bazar quand même, un gros bazar, quelque part quand même un peu organisé, tout de même. Est-ce que tu te vois, toi, travailler avec une entreprise indienne qui recrute des agents français ? Ah, complètement. Le but, comment tu fais matcher alors quand je fais matcher, déjà j'apporte ma connaissance et mon expérience de l'interlocuteur indien et notamment des entreprises indiennes et leur fonctionnement. Et comment je fais matcher justement, mon métier c'est de faire matcher justement leur culture, leur façon de travailler, leur façon de voir leur stratégie et leur développement avec une dimension internationale et des compétences françaises, et là une autre culture, une autre façon de voir les choses et une intégration, une autre capacité d'intégrer une entreprise étrangère. Justement, tu l'as bien dit, l'objectif c'est de faire matcher 2 besoins et de permettre à travers ça une mobilité d'une part de certains des candidats que j'ai dans mes viviers différents à travers mes partenariats, et une façon de travailler différente mais qui ont besoin de compétences françaises. Alors à savoir pourquoi, est-ce que c'est parce que c'est lié à l'activité? Souvent oui. Est-ce que c'est lié à une ouverture de l'entreprise pour avoir un environnement multiculturel au sein de cette même structure? C'est un cahier des charges, c'est une offre encore une fois sur mesure. Donc il y a une vraie découverte des besoins du client et il y a une vraie collaboration dans la mise en place du cahier des charges. Bon, nous n'allons pas trop nous attendre sur l'aspect culturel indien parce que déjà tu travailles plutôt avec l'ensemble de l'Asie, non pas spécifiquement l'Inde. Mais c'est vrai que l'Inde, il y a un espace, il y a une différence culturelle quand même qui est très très forte pour l'avoir testé moi-même. Alors justement, le thème de ce podcast est vraiment sur la création de l'offre, comment on va chercher un marché, comment on trouve nos segments clients, comment on délimite finalement notre offre, comment on fait des pivots, etc.
Au début, effectivement, je crois que c'est toujours le cas, hein, tu qualifies toujours ta structure comme une start-up. Tout à fait, Hein, complètement. donc juste pour faire la différence, expliquer, si tu ne connais pas la différence entre une start-up et une entreprise en fait elle a un modèle économique qui est établi. Dans une entreprise, on sait exactement les flux de cash, qu'est-ce qu'on vend, à quel prix, à quel volume. C'est-à-dire qu'on peut faire une équation, tant de clients potentiels, telle offre, tant de chiffre d'affaires. Alors quand on est dans une start-up, on ne sait pas encore du tout comment on va facturer, qu'est-ce qu'on va facturer, dans quelles conditions, etc. Tout à fait. Alors tu as eu l'idée, ça fait combien de temps que tu as eu l'idée déjà ? Ça fait 1 an que j'ai eu l'idée, c'est un peu plus d'1 an, c'était à mon retour d'Inde pour revenir en France justement. C'est entre autres pour ça que je suis revenu en France. Voilà, donc là on est en juin 2016. Oui. Il s'est passé 1 an. Alors déjà l'idée elle naît comment ? Tu nous as dit effectivement tu étais en Inde, tu rencontres du besoin. Mais entre voir des étoiles partout et puis quelque chose de plus réaliste, comment tu as fait le tri entre les deux? Alors, et qu'est-ce que tu as retenu? Étant déjà en Inde et travaillant en Inde, j'avais déjà eu l'idée je commençais un petit peu à cogiter sur l'idée. Et je me suis fixé vers la fin de mon contrat dans les 6 derniers mois le fait de rentrer en France, en grande partie pour monter mon projet en France. Ça me tenait à cœur que ce soit un projet français, une structure française, et que mon vivier de candidat, peut-être qu'on en reparlera, est français, forcément. Donc ça a commencé dans les 6 derniers mois, c'était en 2015 environ, début 2015. Et il se trouvait qu'après, dans la pratique, je devais travailler en France pendant 1 an pour cotiser notamment et avoir mes droits, pour intégrer ensuite une pépinière d'entreprise. Donc j'ai travaillé pendant 1 an, toujours en ayant en tête cette idée, un petit peu en questionnant, échangeant avec différents interlocuteurs. Et il se trouve qu'en janvier de cette année, j'ai concrètement passé le cap en intégrant la couveuse PCE ici. Et je suis depuis 6 mois maintenant, presque 6 mois, totalement sur mon projet. Ok, investi. alors ça c'est cool, on va reparler de l'aspect pépinière, couveuse, etc. Mais ça suppose que le projet est un minimum mature. Bien sûr. Tu as eu le problème. Déjà, est-ce que tu avais des craintes par rapport à ce projet ou identifier un client ou une offre? Quelle crainte tu avais toi, dans la tête et comment tu as cherché à les résoudre? Est-ce que tu allé chercher des livres, des coachs? Est-ce que tu allé chercher des outils spécifiques, des méthodes spécifiques que tu peux citer, que tu peux donner un exemple? Alors la grande crainte que j'avais, c'était ce que j'aurais sûrement encore dans le futur, c'était vraiment de... Je savais qu'il y avait une demande, après à savoir s'il y a concrètement un besoin, c'est autre chose. Ouais. Donc ma grande crainte c'était un petit peu de savoir si je pouvais avoir des clients et développer un chiffre d'affaires. Donc comment je m'y suis pris? Donc j'ai fait une étude de marché. Alors concrètement, parce que une étude de marché, ça veut tout dire. Alors concrètement, j'ai cherché sur internet les différentes façons de faire des études de marché et j'ai été très accompagné par mes accompagnateurs de la pépinière qui m'ont permis de cibler un marché, de questionner un marché. Donc moi je suis passé dans une... J'ai interrogé les différentes organisations qui interviennent pour recenser un petit peu les entrepreneurs à dimension internationale et notamment qui recrutent français. Donc j'ai segmenté mes prospects et à partir de là je les ai questionnés. Donc je les ai soit appelés, soit contactés par mail pour leur demander s'ils confirmaient la problématique que j'avais identifiée, quel prix ils étaient prêts à payer, est-ce qu'une externalisation de leur recrutement si c'était géré en interne était possible. Et à partir de là j'ai eu un échantillon, une validation de mon offre et de mon produit et de la pertinence de mon offre. Voilà. À ce moment-là, donc il y a 6 mois de ça? Oui, il y a 6 mois de ça, complètement. Et déjà, est-ce que c'est un premier jet, on est d'accord, hein? Oui. Est-ce qu'il a changé depuis? Le premier jet de personnes que j'ai interrogées? Excuse-moi, je n'ai pas été assez précis. Tu as formulé cette première offre il y a 6 mois. Est-ce qu'il y a 6 mois à aujourd'hui, tu as fait évoluer encore cette offre? Ah, complètement. Alors, justement, c'est ça qui m'intéresse. C'est juste pour montrer effectivement qu'il ne faut pas tomber amoureux de son produit, de son logo, de son idée de base. L'idée au départ peut être très bonne et effectivement reposer son intuition qui peut être juste. Mais il faut la travailler jusqu'à affiner pour avoir un market fit finalement, que ton offre rencontre tout de suite le marché, que le marché, c'est ça qui me manquait quoi. Comment justement, qu'est-ce qui a fait que tu as fait ton offre? Est-ce que par exemple tu t'es pris des claques? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été, un client t'a fait une réflexion? Est-ce que tu t'es posé certaines questions précises? Tu peux peut-être partager cette réflexion? Alors la première claque que je me suis prise, c'était à savoir sur quel domaine, dans quel domaine j'étais pour quel type de poste. Je pouvais répondre à un appel d'offres ou dire à un client que j'étais capable de proposer à la fois. À la base, j'étais sur des postes de gestion, marketing, commerce. Oui. Et il y a énormément de postes à pourvoir à l'étranger pour des Français qui sont plus techniques,
industriels, du etc. Type, Du type ingénieur mécanique, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il fait cet ingénieur-là pour illustrer un peu il de- conçoit des plans, etc. Il va concevoir, il va permettre à une entreprise française qui a une filiale en Inde, par exemple, ou en Asie ou ailleurs, une usine d'emballement. de manager l'équipe technique qui va développer une pièce dans l'aéronautique, par exemple, ou dans l'automobile. Ok. Et donc cette première claque que j'ai prise, c'était du coup la réaction devait être d'étendre mon champ de mon vivier, d'enrichir un peu mon vivier avec des profils plus techniques, industriels, etc. Donc c'était la première chose que j'ai dû affiner, donc un peu changer dans mon idée. Et la deuxième chose, c'est que à la base j'étais sur des profils plus jeunes, donc des jeunes diplômés. Puisque j'ai signé des partenariats avec des établissements pour envoyer leurs jeunes diplômés, ceux qui le souhaitent, à l'étranger. Et c'est trouvé qu'il y avait une forte demande aussi pour des profils plus expérimentés. Ok. Donc on a les deux extrêmes. Si j'ai bien compris, on a les deux extrêmes là. Totalement. On a tout neuf sur tout frais sur le marché. Exactement. Et au contraire, évidemment, il ne coûte pas la même chose pour l'entreprise. Exactement aussi. Et entre les deux, il n'y a rien. Entre les deux, c'est compliqué parce que c'est autre chose que j'ai appris en questionnant le marché. Ça sera plus des entreprises type entrepreneurs français basés à l'étranger. Des entreprises de droit local, par exemple, qui recherchent des personnes un peu moins chères, mais à la fois qui ont une forte valeur linguistique, technique, une expérience, une formation, mais qui seront plus flexibles. Donc c'est un peu des profils intermédiaires. C'est pas le cœur de ma cible. Ils sont plus rares peut-être. Mais ils sont plus rares, exactement. Ils sont plus rares. Ils sont déjà en poste. Ils sont déjà en poste. Ils sont déjà en poste. Il faut les chasser. C'est une vraie chasse au profil et à ces talents-là. C'est une offre très spécifique qui en fait est une offre parallèle à mes deux produits. Mon premier produit, c'est les jeunes diplômés. Donc vendre les jeunes diplômés sortis de formations auxquelles je crois et auxquelles nous croyons. Ils ont 25 ans en général, c'est ça ? Ils ont en moyenne entre 23 et 28 ans environ, c'est ça. Et après, ça sera des profils plus expérimentés. Et là, ça peut aller de 28-30 ans à 50 ans, par exemple. Et après, il y aura des profils plus intermédiaires en fonction vraiment de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils seront capables de faire et de ce qu'ils ont vécu pour savoir s'ils sont capables de s'adapter. Si tu devais prendre un peu de recul et de voir ton entreprise un peu de loin, si tu devais citer vraiment 3 objections que tu avais, ah oui mais moi je ferais pas ça, et finalement tu es tombé en plein dedans, ou alors lui il a fait ça comme ça, moi je ferais pas pareil, je veux dire la moquerie, mais bon, moi je ferais pas cette erreur là, et finalement tu l'as faite. Est-ce que tu as des exemples comme ça de choses? L'exemple c'était déjà de croire fermement à ma première offre et d'être amoureux, comme tu disais, de mon offre. Et ça a été dur pour ton amour-propre, par exemple ça a été dur, non, ça a été un petit peu, ça m'a été un petit coup, mais du moment que c'est expliqué, que tu comprends que c'est un intérêt justement de ne pas tomber amoureux de ton offre et que du coup, de toute façon, ça reste ton idée et c'est toi qui vas la développer, de toute façon, c'est toi qui vas améliorer ça, c'est quand même quelque chose qui t'appartient encore. Donc de toute façon, développer son offre, ça fait partie du jeu. Et au contraire, c'est une mauvaise chose que de se dire de rester braqué sur une offre qui ne marchera pas, qui ne fonctionnera pas. Donc c'est la première chose, c'était ça, c'était vraiment d'être persuadé. J'avais dit pourtant, moi aussi, comme tu le disais à l'époque, non, je me laisserai évoluer, etc., etc. Ça a pris un petit peu de temps, mais j'ai réagi assez vite. Donc ne pas tomber amoureux de son offre, c'était un peu ça. La deuxième chose, c'était aussi ne pas faire les choses méthodologiquement dans la création d'entreprise. C'est-à-dire de ne pas avoir par exemple de plan d'action commercial. Oui. Ne pas. Donc tu es en train de me dire qu'il ne faut pas avoir de plan d'action commercial? Si, j'en avais justement. Il faut en avoir un. Voilà. Il faut en avoir un parce qu'on aura des objectifs, on aura des échéances, des dates. Tu peux donner un exemple? Alors les plans d'action commercial, ça consiste par exemple à savoir que les outils primaires, j'allais dire, de communication, tels les cartes de visite, les flyers si on a besoin, le site internet vitrine, etc. C'est la base. Et il faut faire ça dans l'ordre. Il faut faire ça dans l'ordre et bien. Donc en fait, si tu veux toute la stratégie marketing, communication, que ça soit basique ou après sur le web ou ailleurs un peu plus poussé, il faut avoir conscience que c'est quelque chose d'incontournable et incontournable au moment où tu débutes un peu la création de ton entreprise. Donc c'était quelque chose d'être méthodique et rigoureux par rapport à cette méthode et surtout des objectifs et des échéances datées. C'était quelque chose que je m'étais dit que je ferais pas ça, que je ferais les choses bien, mais en fait on est tellement dans l'idée, on cherche tellement des clients au début, on a tellement envie que de se faire connaître, etc. Sauf que derrière il faut toujours se rattacher à une méthode, et une rigueur. Okay. Et est-ce que tu as employé des méthodes précises qui ont un nom ou est-ce que c'est une méthode que des coachs t'ont amené Alors, pour parler d'outils, alors, le plan d'action commerciale, ça m'a été inculqué par la pépinière qui m'a basiquement... PCE Conseil. PCE Conseil qui... Aix-en-Provence. Exactement, PCE Conseil Aix-en-Provence et à Marseille qui m'a défini
qu'est-ce qu'était un PAC, un plan d'action commercial basique, et comment c'était organisé. Après, moi, je me suis servi d'un outil qui s'appelle le projet Gantt, la méthode Gantt, qui est très ergonomique et qui est très visuellement parlante et informatique. Ouais, je suis plutôt visuel, très bien. On peut, basiquement, pour dire les choses, on peut mettre des couleurs différentes. Le calendrier peut être personnalisé en fonction hebdomadaire, mensuel, annuel, etc. Et puis, c'était très ergonomique et aussi, c'était aussi un socle d'avoir des outils dès le début. On en reparlera peut-être des outils CRM. Pour ensuite, si le projet se développe, avoir des bonnes bases. Je vais le noter CRM, effectivement. Alors là, c'est super intéressant. Est-ce que quand on t'a présenté l'outil justement de Gantt, tu dis, moi je vais perdre du temps avec des couleurs et compagnie. Est-ce que tu as eu une objection? C'est moi qui allais chercher l'outil. C'est toi qui allais chercher? C'est moi qui ai cherché l'outil. Okay. Parce que quand j'ai compris ce qu'était un plan d'action commercial, je m'étais dit qu'aujourd'hui c'est très compliqué de faire ça sur papier, forcément. Je me suis dit, c'est faisable, mais disons que quand on gère beaucoup de contacts, c'est plus difficile. Et surtout quand on a une ambition d'avoir développé une vraie structure. Donc je me suis dit, il me faut un outil qui peut être partagé partout, qui peut être lu partout, analysé et traité partout. Donc je me suis renseigné sur Internet et j'ai trouvé cette méthode Gantt. Quand tu t'es lancé il y a 1 an avec cette idée, est-ce que tu avais déjà la vision que tu voulais atteindre un objectif de 200K annuel, etc. Ou est-ce que c'était quelque chose de très diffus? Alors j'ai lu cette... Non, c'était pas diffus, c'était juste qu'en termes de nombre de contrats, c'est comme ça que je calcule mon chiffre d'affaires, de revenus, j'avais une idée et ensuite en questionnant le marché, en faisant mon étude de marché, je me suis aperçu que concrètement et aussi dans l'organisation de comment je pouvais répondre aux besoins et aux commandes par exemple, je me suis dit que là il y aurait des paliers et en fonction de mon développement, 200 000 euros c'était ce qui était très ambitieux de faire, c'était 200 000 euros, mais faisable. Voilà, mais en même temps, est-ce qu'en dessous, tu peux être à l'aise, payer des employés ou... En dessous, je peux être à l'aise dans une phase de création, de développement, de premier développement. Il y a un équilibre, exactement. 200 000 euros, c'est une première phase de développement ambitieux. Et alors, le CRM, si tu veux bien, on va juste regarder après parce que le CRM... D'accord. Comme si toi, chez l'entreprise, tu cherches à organiser ton travail, effectivement. Là, donc, Stéphane nous l'a dit, hein, effectivement, il faut organiser et mettre des objectifs. Alors, moi, je ne serais pas forcément pour mettre une date bien précise. Parce que le problème, c'est que si tu travailles ton offre ou telle plaquette commerciale, tant qu'elle n'est pas aboutie, il faut la travailler, peu importe le temps que ça prend. Mais après, bon, ça se discute, ce sont des techniques de management. Justement, en fait, la méthode que je développe sur mon blog, je dis qu'il faut d'abord travailler son why, hein, pourquoi on fait tel projet, pourquoi on entreprend, qu'est-ce qu'on a envie de donner, etc. Le deuxième, c'est l'offre, c'est un gros volet. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vendre? Déjà, quel problème rencontre mon client? Qu'est-ce qu'il a essayé? Les fausses solutions, mes confrères qu'il a testé et tout. Et donc, du coup, moi, quelle solution je lui apporte? Le troisième volet, c'est le marketing. Donc là, tout l'aspect site internet, carte de visite, vente, prospection, etc. Et le troisième, c'est la gestion d'entreprise. Et là, typiquement, il y a le CRM, on a l'outil de facturation, de relance des emails, de clients. Bon. Alors, on peut venir sur le CRM si tu veux tout de suite maintenant, comme ça après on va aller voir d'autres outils après. Donc CRM, est-ce que tu as utilisé un outil précis? J'ai cherché des outils pareils en ligne et utilisables de partout et j'ai un outil qui s'appelle Basic CRM qui est développé par une entreprise en Ile-de-France. Donc moi je suis parti sur une interface gratuite pendant 1 an parce que basiquement je cherchais quoi? Je cherchais à répertorier mes comptes clients. Donc avoir une trace et un listing des clients et des prospects que j'ai et d'avoir un suivi en fonction de quand je les contacte, quand je signe, quand je ne signe pas, quand les relances, etc. Tu as besoin de faire tes contrats en 2 langues? Ça dépend. Non, la plupart du temps c'est une seule langue. Ok. Mais c'est vrai que le CRM peut apporter, j'imagine, ce genre de... Alors justement, je ne vais pas chercher à te convertir, je ne connais pas Basic CRM. En revanche, il y a un autre outil qui est excellent, aussi fait par une entreprise française qui est à Montpellier, qui s'appelle Lundi Matin. Vous tapez lundimatin.fr et c'est un CRM justement qui est très complet et il part lui pour le coup vraiment de l'expérience terrain parce que le CRM je l'ai utilisé dans mes anciens magasins informatiques. Justement c'est un des gérants de ces magasins là donc, qui a créé l'outil pour gérer les magasins informatiques et après il s'est mis à le commercialiser de manière indépendante en fait. Et ce CRM là est capable de gérer une multidevise et multilangue etc. Et franchement pour une somme tout à fait modique, je crois que c'est à peu près de tête 20 ou 25 euros par mois. Donc ça reste tout à fait acceptable pour une entreprise. Mais de toute façon, les outils que tu cites, etc., sont dans l'article lié à cet épisode-là que vous retrouverez directement sur mon blog. Si tu m'écoutes depuis SoundCloud, Facebook ou YouTube, tu as le lien juste en dessous qui te renvoie sur mon blog avec tous les liens que cite aujourd'hui Stéphane. Stéphane, dis-moi, finalement, est-ce que tu as utilisé des outils particuliers pour comprendre les besoins de tes clients, pour identifier des problèmes? Je suis sûr
grosso modo, hein, que quand tu allais voir des entreprises en Inde ou en Thaïlande ou je sais pas, à Shanghai, ils t'ont dit, bah oui, j'ai recruté Martin il y a 2 mois, il m'a coûté 6 plombes, il n'a jamais travaillé, j'ai dû le virer au bout de temps. T'as rencontré ce genre d'histoire? Complètement, oui. Et comment tu... Bah déjà, j'étais content parce que ça confirmait la nécessité de mon offre. Donc positivement en sortir quelque chose. Donc ça c'est le problème. Est-ce que tu as décliné ton problème en morceaux ou en partie psychologique alors ils ont ce problème-là en fait, c'était le problème psychique. Oui, j'ai pas décomposé, j'ai catégorisé les problèmes, c'est un peu ça. Après, chacun sa méthode. Oui, c'est un peu ça d'ailleurs, décomposé. J'avais des problématiques qui étaient liées complètement au budget. Au budget de la société. Exemple, pas assez de budget pour l'entreprise. Pas assez de budget pour externaliser un recrutement. Okay. Donc on préfère le gérer en interne ou via les job boards ou via notre chargé de RH. Conséquence vis-à-vis de moi? Non, pardon, l'entreprise n'a pas assez d'argent ou croit qu'elle n'a pas d'argent, du coup elle recrute directement elle-même. La conséquence, c'est pas son métier, donc elle va parfois se tromper. Non, voilà, exactement. Non, on va être clair, c'est le problème. Elle se trompe, c'est pour ça que d'ailleurs je me suis lancé dans mon métier, celui-là. Elle se trompe. Après, une autre catégorie, c'est on fait ça nous-mêmes, on n'externalise pas nos recrutements. Ouais. Donc c'est plus adapté, c'est plus les grands groupes et les grandes structures, les moyennes structures qui vont dire ça. Et là, il faut convaincre, c'est là que j'ai catégorisé ça. Et en face, j'avais des solutions du fait de dire que optimiser les coûts, justement pour parler de coûts, et optimiser le gain de temps, etc., ça va passer un développement à l'international, ça va aussi passer par le fait d'externaliser un recrutement, ce qui est un choix stratégique, une décision stratégique pour l'entreprise, surtout pour des recrutements à l'international. Ok. Donc ça, c'était une autre catégorie, donc on faisait ça nous-mêmes. Ou troisièmement, c'était tout simplement, il faut qu'on comprenne l'intérêt de votre offre. On le fait, on s'est planté, on s'est parfois pas planté. Pourquoi on devrait faire appel à vous? Et là, c'était un peu banco parce que là, c'était vraiment des bénéfices clients que vendre mon offre, quoi. Vendre mon offre plutôt que le client m'achète. Aujourd'hui, tu as des bénéfices clés que tu sors systématiquement. Exactement. Tu peux nous en parler? Alors, j'ai l'optimisation des coûts. J'ai du fait qu'en externalisant, on aura une vision en termes de trésorerie de coûts qui sera assez clair, puisqu'on externalisera avec mon business model, c'est de facturer une commission sur le salaire annuel du candidat. Et on aura des salaires négociés, etc. On aura une grille de salaires, etc. Que moi, je serai le garant en fait, de la stratégie en termes de coûts de l'entreprise, donc l'optimisation des coûts. Le gain de temps. Le gain de temps pour dire qu'aujourd'hui, pour ces recrutements-là, ça va prendre un peu de temps pour gérer ça en interne, sachant qu'ils ont d'autres tâches à faire, même dans les grands groupes. Donc c'est vraiment gagner du temps parce que moi, je leur demande simplement de collaborer avec moi pour le cahier des charges. Mais après, c'est moi qui vais prendre en charge en tant que prestataire. Et j'ai cru voir aussi que tu t'occupes même des visas. Complètement, les démarches administratives par exemple, contacter les différentes ambassades, les dossiers de visa, les passeports s'ils ne sont pas à jour, les formalités liées au pays, les contraintes liées au pays pour les impatrier chez eux. Du courage. Ouais, j'ai du courage, mais j'ai déjà fait ça en Inde, donc c'est très lié encore une fois à mon expérience, donc j'ai du courage, mais c'est une valeur ajoutée à mon offre aussi. C'est pour ça que je pense que l'Inde, c'est une excellente école pour la pugnacité et pour être régulier et injecter régulièrement de l'énergie. Ces Indiens, il faut les pousser quand même. Alors, l'exemple que je donne toujours, c'est que j'ai un appartement moi, en Inde, donc à Ranchi, c'est une ville qui est au-dessus de Calcutta. J'ai un problème de tuyauterie dans l'appartement, je veux faire venir un plombier. Le plombier déjà, il me dit oui, je vais venir, il met 6 mois à venir. Puis quand il vient, il faut encore lui expliquer comment réparer le bazar. Voilà, bref. Alors, évidemment, c'est un poil caricaturé, mais on n'est pas très très loin de la réalité. Aujourd'hui, est-ce que déjà il y a un sujet que tu as envie de parler particulièrement à propos de ton entreprise, une expérience, un conseil, un point que tu as vécu et que tu pensais jamais vivre et que tu as vécu et que tu veux partager à notre audience d'entrepreneurs? Alors le premier point, c'est que je pense qu'on croit le savoir, mais il faut l'intégrer, c'est que ça prend souvent plus de temps qu'on ne le croit au début. Ouais. Dans les premiers jours, pour être très clair, première semaine, on va être à fond dans le projet. Encore une fois, on va être amoureux de son offre, etc. Du coup, on va se fermer un petit peu des portes, on va être moins ouvert. Et là, du coup, les résultats ne seront pas là. Donc, on va vite comprendre que prendre du recul et prévoir un peu plus de temps, c'est normal. C'est normal et il faut l'intégrer. Et ça va être une part importante de la réussite, je pense. Et encore une fois, ça ouvre aussi le fait d'échanger avec d'autres personnes, d'affiner son offre, de changer son offre, de changer son idée, de préciser son idée. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment prendre du recul, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes d'ouverture d'esprit, d'écoute, d'échange, etc. Donc c'est vraiment le conseil que j'ai envie de donner, en tout cas ce que j'ai constaté. Et puis voilà, et par contre l'autre conseil encore, c'est ne rien lâcher, quoi, ne rien lâcher, surtout quand alors comment on ne lâche rien? C'est une grosse question. Alors, pour être très concret, par exemple, quand on questionne le marché, quand on prospecte,
Moi, j'aime bien industrialiser la prospection, par exemple. Oui. Parce que si je me fixe une liste de deux ou trois prospects à appeler dans la matinée ou à contacter dans la matinée, et si je me dis que chaque prospect, derrière, j'attends le rêve d'avoir un contrat, à chaque fois, j'aurai une énorme déception. Alors, je préfère industrialiser le process en ayant un listing sur le CRM, par exemple, et dire, je vais les appeler, ils font tous partie de ce listing de prospects, et je vais les appeler de manière industrielle. Donc, je vais enchaîner un petit peu la prospection. Et là, les résultats viendront, ils viendront, et du coup, mon attente sera moindre vis-à-vis de chaque cas. Alors, et j'aurai moins de déception si jamais ça ne marche pas, parce que c'est forcément... Tu te dis, finalement, j'attends moins, je me place moins d'enjeux. Finalement, c'est ça, hein. Tu diminues l'enjeu de l'appel, du coup, tu relâches ta pression intérieurement et donc tu peux les appeler. Et ça me permet aussi de rebondir pour appeler le suivant aussi. Par contre, du coup, moi, ça m'amène à une autre question, c'est tu les appelles pourquoi? Là, tu me parles de prospection téléphonique, on est d'accord? Donc, tu les appelles pour la première fois. Qu'est-ce que tu leur racontes? Qu'est-ce que tu leur proposes? Je les appelle pour les rencontrer. Ok. Donc physiquement, tu te dis, voilà, vous habitez Paris, je viens vous voir. Je les appelle pas ni pour découvrir leurs besoins, ni pour leur vendre mon produit. Je les appelle pour les rencontrer. Donc tu dis, je vous connais, je vous ai vu là-bas, j'ai vu que vous avez ce problème-là. Voilà. Là d'ailleurs, je devine que vous avez déjà fait cette erreur, exact. Exactement. Donc voilà, ah oui, effectivement, on s'est ramassé à la fois 30 000 euros d'investissement raté sur nos recrutements. Ça va se jouer en 1 minute, en quelques secondes. Donc je vais vraiment parler de mes bénéfices clients. Je vais mettre dans la posture du client de ce qu'il va vouloir entendre. Très cool, super tout ça. Du coup, tu appelles, tu tombes sur la secrétaire forcément. Oui. Pas tout le temps, mais oui, c'est vrai. Souvent. Il y a ce fameux barrière de la secrétaire ou de l'assistant de direction, tout à fait. Comment tu le franchis? Tu as développé des astuces? J'ai pas développé des astuces, j'ai juste suivi un outil qui m'a été prodigué par PCE justement. Ouais. Où en fait tu parles au présent, tu parles pas au conditionnel, tu te mets déjà dans le bureau, dans ta tête, t'es déjà dans le bureau de la personne à qui tu parlais et pas par la secrétaire. Donc la secrétaire, c'est te demande quel est l'objet de ton appel. Il faut avoir des mots stratégiquement l'objet de mon appel, c'est les préoccupations de Monsieur Dupont que je veux contacter du coup en termes de recrutement international. Ce qui présuppose une recherche en amont. Exactement. 2 phrases comme ça un petit peu pour passer ce fameux barrière de la secrétaire et pour dire tu ne pourras pas répondre on ne pourra pas échanger plus autour de ça, c'est à lui que je veux parler, c'est lui qui doit me parler. Exactement. Voilà. Est-ce que ton CRM intègre automatiquement les données des réseaux sociaux de Google, etc. à partir d'un nom ou d'un email? Il le fait, j'ai pas pris le temps de développer complètement ça, mais il le fait, il faut que je le fasse. Parce que ça justement, vous mettez l'email d'un client que vous avez récupéré sur LinkedIn ou quelque part, et l'idéal souvent c'est d'avoir ce fameux CRM qui vous sort le profil Facebook, les profils LinkedIn, Viadeo, l'entreprise, Manageo ou société.com, non par les chiffres d'affaires, etc. L'entreprise, c'est des indicateurs quand même qui sont très très intéressants. Ok, c'est super tout ça. Est-ce que tu peux nous partager combien tu as investi dans ta startup? Ou c'est trop indiscret, tu ne réponds pas? Ah non, pas du tout. J'ai pas d'investissement. J'ai pas eu d'investissement avant. Parfait. Donc vous voyez, zéro, donc avec à ta question, zéro. Donc bien sûr, tu as des économies auparavant pour tenir, parce que tu as une famille, hein, tu vis à Marseille, etc. Hein, tout à fait, j'ai 2 enfants. Donc vous voyez, avec des enfants, sans investir, on arrive à lancer du business aujourd'hui. Et il y a un truc aussi qui est super, parce qu'évidemment, il sert ma cause. Moi, je dis qu'il faut toujours tester avant de se lancer. Et c'est ce que tu as fait. Complètement. Tu as ouvert une page internet. Complètement. Tu as parlé de ton offre. L'argumentaire dessus est loin d'être au point. Tout à fait. Mais tu testes. Exactement. Ça marche? Tu testes? Il t'amène des choses? Il m'amène des choses. Qu'est-ce qu'il t'amène? J'ai créé, pour être très concret, un site internet vitrine via Strikingly qui permet, c'est pas cher et ça permet de développer un site internet, surtout vitrine, mais peut-être marchand, je sais pas trop, nous-mêmes. Donc je l'ai fait. Et puis j'ai discuté avec des accompagnateurs, des gens qui nous donnent des conseils pour tout simplement décrire mon offre quand on veut en savoir plus suite à un contact téléphonique ou un contact internet. Et déjà savoir être visible et être lu. Je voulais être visible et je voulais qu'on comprenne mon offre, ce que je proposais. Donc j'ai développé ce site internet et en effet j'ai eu des retours de gens de mon entourage, des gens etc. qui m'ont dit on n'a pas compris ça parce que ce mot-là il n'était pas là ou parce que ce mot était là, ça nous a un peu rendu fou l'offre, etc. Donc j'affine au jour le jour un petit peu les retours en fonction des retours. Tu passes de la myopie à une vue nette. Exactement. Est-ce que tu as un dernier conseil à nous lâcher, une réflexion, une remarque? Alors là, c'est la coupe d'Europe, je sais pas, je suis nul en foot, mais si tu veux faire une allusion, tu peux. Voilà. Oui, j'ai une remarque. Ouais. J'ai une remarque, c'est très lié à moi et à mon projet. Pourquoi je suis revenu, c'est ce qui est mis en place en France pour entreprendre. Que ce soit à travers la couveuse d'entreprise, que ce soit à travers les chambres de commerce et d'industrie, que ce soit en termes de recherche d'outils, d'associations, de gens rencontrés. Je trouve que tout est fait pour qu'on puisse entreprendre. Le fameux contrat CAP aussi, qui est très CAP, bien. Exactement. Et qu'on puisse aussi avoir ses droits au chômage et créer une entreprise et avoir des avantages via Pôle emploi, etc. Donc on a un écosystème très favorable en France, voilà, ce que je voulais dire. Donc
je pense avoir deviné demi-mot, mais moi c'est quelque chose que je connais aussi. Le coaching, les outils que tu as apporté PCE Conseil. PCE Conseil, juste pour cibler, hein, ils ne prennent pas de pourcentage, mais ils demandent 100 € par mois pour avoir accès à la couveuse, etc. Ils disent couveuse ou pépinière d'ailleurs? Couveuse. Voilà, ils sont largement rentabilisés. Complètement. Ça fait combien de temps que tu es chez eux? Ça fait 6 mois, même pas. Donc 6 mois, 600 €. Ouais. Et du coup, voilà. Souvent, on pense, oui, non, moi je peux faire moi tout seul, je peux me débrouiller, j'ai les outils, je vais m'auto-former, je vais économiser. Et il n'y a pas de petite économie. Autant calculer 1 € dépensé, il faut les calculer parce qu'il y a des petites économies qu'il faut faire. Mais il n'y a pas de petites économies dans le sens, des fois il faut mettre 100 € ou 1000 € de coaching, même des fois 10 000 € de conseils pour monter sa boutique ou je sais pas, externaliser certaines opérations de communication ou de web marketing. Et il ne faut pas hésiter à chercher la compétence. C'est la meilleure décision que vous pourrez faire dans votre vie d'entrepreneur. C'est le mot de la fin? Oui. Ok, merci Stéphane. Merci à vous. On te retrouve sur ton site yeswithjob.com. Parfait. De toute façon, si tu m'écoutes sur SoundCloud, YouTube ou Facebook, dans la description de tout, tu as le lien pour retourner sur mon blog et avoir toutes les références de Stéphane Michel. Et puis toutes les références qu'on a pu citer effectivement dans l'article. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à t'abonner, à me suivre sur iTunes et à laisser aussi un avis. C'est important pour pousser le podcast. Si tu m'écoutes depuis YouTube, tu peux t'abonner bien sûr à ma chaîne YouTube. Moi je te retrouve au prochain épisode. Bye bye, merci. Merci, au revoir.